Bonsoir tout le monde, cette fois-ci ça sera une vidéo un peu spéciale parce que je ne vais pas beaucoup parler dedans. Je vais plutôt vous laisser découvrir un livre audio. Et ce livre s'intitule Comment je vois le monde d'Albert Einstein. Alors je dois vous avouer que j'ai recommencé plusieurs fois cette vidéo parce qu'en fait je voulais faire une très longue introduction en expliquant pourquoi j'ai choisi de faire cette vidéo par rapport au contexte actuel, etc. Par rapport à... J'ai parlé aussi de la traduction, de la transmission, j'ai parlé... de quoi j'ai parlé aussi? J'ai parlé de l'importance du format audio, mais je pense que c'est pas le bienvenu dans cette vidéo en fait. Si je veux faire ça, il faut que je fasse une autre vidéo et que j'en parle moi-même. Ici, je vais tout simplement vous laisser avec la pensée entre guillemets d'Albert Einstein. Pourquoi je mets des guillemets? Parce que c'est pas totalement sa pensée, mais ça j'expliquerai ça dans une autre vidéo. En tout cas, on s'en rapproche très fort, c'est ça qui compte. Et aussi, je vais simplement, dans cette introduction, sourcer le travail qui a été fait. Ça vient de la chaîne eBook, H-I-B-O-U-Q. C'est un livre audio qui a été réalisé sur cette chaîne. Et je dis bravo à cette démarche parce que dans une autre vidéo, j'expliquerai pourquoi je suis tout à fait favorable au format audio. Voilà. Donc ici, je ne vais vous présenter qu'une partie. Et donc, si vous voulez avoir tout le livre d'Albert Einstein, je vous invite à aller sur cette chaîne e-book et vous aurez l'entièreté du livre. C'est à peu près 6 heures. Ici, je vais vous laisser écouter une demi-heure parce que dans cette première demi-heure, il y a assez d'éléments pour moi qui permettraient de faire des déclics dans des cerveaux, surtout vu le contexte actuel. Et c'est pour ça que je décide en fait de vous partager ça, parce que dans le contexte actuel, je trouve que c'est un peu du n'importe quoi dans tous les domaines. Et comme Einstein, il avait une pensée très fédératrice et une pensée, comment dire, plurielle, c'est-à-dire qu'il était ouvert d'esprit, il était éclectique, et donc il s'intéressait à plusieurs domaines. Et donc chaque domaine qui va être concerné par ce qu'il dit pourrait trouver de l'eau à son moulin, quoi. Enfin, pourrait découvrir une certaine richesse pour lui-même ou elle-même. Et c'est pour ça que, voilà, je vous partage ça, tout simplement. Donc, je vais arrêter de parler. Einstein, enfin, la personne qui lit le livre d'Einstein le fera mieux que moi. Seulement, voilà, je dois... parce que je ne suis pas au bon endroit de la vidéo. Mais je vais vous laisser l'introduction, en fait, tout simplement, comme ça vous comprendrez. Donc, je vais remettre tout au début de la vidéo, voilà. C'est donc parti. Note de l'éditeur. À l'origine de ce livre se trouve un certain nombre d'articles et de textes scientifiques d'Einstein, rassemblés et traduits en français pour le compte des éditions Flammarion en 1934 par le colonel Gross. Peu après cette publication, Maurice Solovine, grand ami d'Einstein, écrivain scientifique et traducteur expérimenté, reprend ces textes, les corrige ou les complète avec l'accord de l'auteur. Toutes les versions successives, de 1934 à 1952, porteront le titre « Comment je vois le monde » et serviront de référence aux versions allemandes et anglaises. L'ensemble des textes couvrant la période 1930-1935 demandait un certain remaniement. Cette remise en forme eut lieu en 1978 et constitue le texte actuel. Dès 1933, Albert Einstein avait demandé à Maurice Solovine de traduire les textes scientifiques essentiels de sa recherche. Solovine vérifia aussi les versions allemandes et anglaises. Après sa mort, sa correspondance avec Einstein fut publiée en 1977, Hermann éditeur. Nous savons, grâce à ces lettres, qu'Albert Einstein souhaitait s'expliquer, de façon simple et claire, sur les 4 grands thèmes qui fondent la division du livre en 4 parties. Le pacifisme, la lutte contre le national-socialisme, les problèmes juifs et certains problèmes scientifiques. L'introduction, qui constitue le titre, n'a jamais varié.
Le livre est un voyage au bout de la révolution et de la mort, celle des hommes et des esprits. Einstein aura connu les 2 guerres mondiales et il vivra les contradictions aussi bien de sa condition juive que de sa profession de chercheur. La révolution, Einstein la découvre à l'intérieur des instituts et des communautés scientifiques. Il opère seul, garde peu d'élèves, participe difficilement aux réunions. Les idées qu'il propose suscitent de violentes et inexpiables haines, car il apporte des éléments nouveaux et repérables. Ainsi, en 1916, en pleine guerre, des savants anglais essayeront de vérifier ses thèses. Mais dès 1920, les savants allemands susciteront des cabales et des ligues contre lui. Le mouvement nazi parachèvera ce que les professeurs allemands essayaient depuis 10 ans. Écrire une histoire de la science sans aucune référence à Einstein, à la façon dont l'Église voulait au XVIIe occulter Galilée. Einstein complique les désaccords par ses propres angoisses vis-à-vis de ce qu'il cherche. Physicien, avec ou sans mathématiques, oscillant entre des théories de l'idéalité et des systèmes de logique. Il déroute et trouble ses amis à cause de son évolution scientifique. Einstein admire la communauté intellectuelle du judaïsme. Il donne des conférences et recueille de l'argent dès 1920 pour créer une université hébraïque. Mais il refuse la présidence de l'État d'Israël et rejette les politiques du sionisme. Il est internationaliste, pacifiste, ami de R. Roland dans cette aventure. Et le voilà un jour, face à une grande responsabilité, la guerre atomique. Un seul texte a été jugé utile par Einstein lui-même, et c'est cette lettre, page 52, qui porte témoignage. Le jeune savant Léos Szilard, ancien élève, convainc son maître d'écrire au président des États-Unis pour que la puissance américaine empêche la réussite scientifique de la communauté nazie. Albert Einstein a souffert toute sa vie d'avoir accepté, mais il l'assume et l'explique. Grâce aux éditions et aux publications scientifiques s'y rattachant, nous pouvons répondre un peu mieux au vœu le plus profond d'Einstein, comprendre un peu mieux comment il voyait le monde. Page 7. Voilà pour l'introduction. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. Chapitre 1er. Comment je vois le monde. Comment je vois le monde. Ma condition humaine me fascine. Je sais mon existence limitée et j'ignore pourquoi je suis sur cette terre, mais parfois je le pressens. Par l'expérience quotidienne, concrète et intuitive, je me découvre vivant pour certains autres, parce que leur sourire et leur bonheur me conditionnent entièrement, mais aussi pour d'autres hommes dont, par hasard, j'ai découvert les émotions semblables aux miennes. Et chaque jour, 1000 fois, je ressens ma vie, corps et âme, intégralement tributaire du travail des vivants et des morts. Je voudrais donner autant que je reçois, et je ne cesse de recevoir. Puis j'éprouve le sentiment satisfait de ma solitude, et j'ai presque mauvaise conscience à exiger d'autrui encore quelque chose. Je vois les hommes se différencier par les classes sociales, et je le sais, rien ne les justifie si ce n'est la violence. J'imagine accessible et souhaitable pour tous, en leur corps et en leur esprit, une vie simple et naturelle. Je me refuse à croire en la liberté et en ce concept philosophique. Je ne suis pas libre, mais tantôt contraint par des pressions étrangères à moi, ou tantôt par des convictions intimes. Jeune, j'ai été frappé par la maxime de Schopenhauer. L'homme peut certes faire ce qu'il veut, mais il ne peut pas vouloir ce qu'il veut. Et aujourd'hui, face au terrifiant spectacle des injustices humaines, cette morale m'apaise et m'éduque.
J'apprends à tolérer ce qui me fait souffrir. Je supporte alors mieux mon sentiment de responsabilité. Je n'en suis plus écrasé et je cesse de me prendre moi ou les autres trop au sérieux. Alors je vois le monde avec humour. Je ne puis me préoccuper du sens ou du but de ma propre existence ou de celle des autres, parce que, d'un point de vue strictement objectif, c'est absurde. Et pourtant, en tant qu'homme, certains idéaux dirigent mes actions et orientent mes jugements. Car je n'ai jamais considéré le plaisir et le bonheur comme une fin en soi, et j'abandonne ce type de jouissance aux individus réduits à des instincts de groupe. En revanche, des idéaux ont suscité mes efforts et m'ont permis de vivre. Ils s'appellent le bien, le beau, le vrai. Si je ne me ressens pas en sympathie avec d'autres sensibilités semblables à la mienne, et si je ne m'obstine pas inlassablement à poursuivre cet idéal éternellement inaccessible en art et en science, la vie n'a aucun sens pour moi. Or, l'humanité se passionne pour des buts dérisoires. Ils s'appellent la richesse, la gloire, le luxe. Déjà jeune, je les méprisais. J'ai un amour fort pour la justice, pour l'engagement social. Mais je m'intègre très difficilement aux hommes et à leur communauté. Je n'en éprouve pas le besoin, parce que je suis profondément un solitaire. Je me sens lié réellement à l'État, à la patrie, à mes amis, à ma famille au sens complet du terme. Mais mon cœur ressent face à ces liens un curieux sentiment d'étrangeté, d'éloignement, et l'âge accentue encore cette distance. Je connais lucidement et sans arrière-pensée les frontières de la communication et de l'harmonie entre moi et les autres hommes. J'ai perdu ainsi de la naïveté ou de l'innocence, mais j'ai gagné mon indépendance. Je ne fonde plus une opinion, une habitude ou un jugement sur autrui. J'ai expérimenté l'homme. Il est inconsistant. La vertu républicaine correspond à mon idéal politique. Chaque vie incarne la dignité de la personne humaine, et aucun destin ne justifierait une quelconque exaltation de quiconque. Or, le hasard s'amuse de moi, car les hommes me témoignent une invraisemblable et excessive admiration et vénération. Je ne veux ni ne mérite rien. J'imagine la cause profonde mais chimérique de leur passion. Ils veulent comprendre les quelques idées que j'ai découvertes. Mais j'y ai consacré ma vie, toute une vie d'un effort ininterrompu. Faire, créer, inventer exige une unité de conception, de direction et de responsabilité. Je reconnais cette évidence. Mais les citoyens exécutants ne devront jamais être contraints et pourront toujours choisir leur chef. Or, très vite et inexorablement, un système autocratique de domination s'installe et l'idéal républicain dégénère. La violence fascine les êtres moralement plus faibles. Un tyran l'emporte par son génie, mais son successeur sera toujours une franche canaille. Pour cette raison, je me bats toujours passionnément contre les systèmes de cette nature, contre l'Italie fasciste d'aujourd'hui et contre la Russie soviétique d'aujourd'hui. La démocratie actuelle en Europe sombre et nous imputons ce naufrage à la disparition de l'idéologie républicaine. J'y vois deux raisons terriblement graves. Les chefs de gouvernement n'incarnent pas la stabilité et le mode de scrutin se révèle impersonnel. Or, je crois que les États-Unis d'Amérique ont trouvé la solution de ce problème. Ils élisent un président responsable, élu pour 4 ans. Il gouverne effectivement et affirme réellement son engagement. En revanche, le système politique européen se soucie davantage du citoyen, du malade et du nécessiteux. Dans les rouages universels, le rouage État ne s'impose pas comme le plus indispensable. Mais c'est la personne humaine, libre, créatrice et sensible qui façonne le beau
et qui exalte le sublime, alors que les masses restent entraînées dans une ronde infernale d'imbécilité et d'abrutissement. La pire des institutions grégaires se prénomme l'armée. Je la hais. Si un homme peut éprouver quelque plaisir à défiler en rang au son d'une musique, je méprise cet homme. Il ne mérite pas un cerveau humain, puisqu'une moelle épinière le satisfait. Nous devrions faire disparaître le plus rapidement possible ce cancer de la civilisation. Je hais violemment l'héroïsme sur ordre, la violence gratuite et le nationalisme débile. La guerre est la chose la plus méprisable. Je préférerais me laisser assassiner que de participer à cette ignominie. Et pourtant, je crois profondément en l'humanité. Je sais que ce cancer aurait dû depuis longtemps être guéri. Mais le bon sens des hommes est systématiquement corrompu. Et les coupables se nomment école, presse, monde des affaires, monde politique. J'éprouve l'émotion la plus forte devant le mystère de la vie. Ce sentiment fonde le beau et le vrai, il suscite l'art et la science. Si quelqu'un ne connaît pas cette sensation, ou ne peut plus ressentir étonnement ou surprise, il est un mort-vivant, et ses yeux sont désormais aveugles. Auréolé de crainte, cette réalité secrète du mystère constitue aussi la religion. Des hommes reconnaissent alors quelque chose d'impénétrable à leur intelligence, mais connaissent les manifestations de cet ordre suprême et de cette beauté inaltérable. Des hommes s'avouent limités dans leur esprit pour appréhender cette perfection. Et cette connaissance et cet aveu prennent le nom de religion. Ainsi, mais seulement ainsi, je suis profondément religieux, tout comme ces hommes. Je ne peux pas imaginer un Dieu qui récompense et punit l'objet de sa création. Je ne peux pas me figurer un Dieu qui réglerait sa volonté sur l'expérience de la mienne. Je ne veux pas et ne peux pas concevoir un être qui survivrait à la mort de son corps. Si de pareilles idées se développent en un esprit, je le juge faible, craintif et stupidement égoïste. Et je ne me lasse pas de contempler le mystère de l'éternité de la vie, et j'ai l'intuition de la construction extraordinaire de l'être, même si l'effort pour le comprendre reste disproportionné. Je vois la raison se manifester dans la vie. Quel sens a la vie? Ma vie a-t-elle un sens? La vie d'un homme a-t-elle un sens? Je peux répondre à ces questions si j'ai l'esprit religieux. Mais à poser ces questions a-t-il un sens? Je réponds, celui qui ressent sa propre vie et celle des autres comme dénuée de sens est fondamentalement malheureux, puisqu'il n'a aucune raison de vivre. Comment juger un homme? Je détermine l'authentique valeur d'un homme d'après une seule règle. À quel degré et dans quel but l'homme s'est libéré de son moi? À quoi bon les richesses? Toutes les richesses du monde, fussent-elles entre les mains d'un homme totalement acquis à l'idée du progrès, ne permettront jamais le moindre développement moral de l'humanité. Seuls des êtres humains exceptionnels et irréprochables suscitent des idées généreuses et des actions sublimes. Mais l'argent pollue toute chose et dégrade inexorablement la personne humaine. Je ne peux comparer la générosité d'un Moïse, d'un Jésus ou d'un Gandhi et la générosité d'une quelconque fondation Carnegie. Communauté et personnalité. Quand je réfléchis à mon existence et à ma vie sociale, je découvre clairement mon étroite dépendance intellectuelle et pratique. Je dépends intégralement de l'existence et de la vie des autres. Et je découvre ma nature semblable en tout point à la nature de l'animal vivant en groupe. Je mange un aliment produit par l'homme,
Je porte un vêtement fabriqué par l'homme. J'habite une maison construite par lui. Ce que je sais et ce que je pense, je le dois à l'homme. Et pour les communiquer, j'utilise le langage créé par l'homme. Mais que suis-je réellement si ma faculté de penser ignore le langage? Sans doute, je suis un animal supérieur, mais sans la parole, la condition humaine se découvre pitoyable. Je reconnais donc mon avantage sur l'animal dans cette vie de communauté humaine. Et si un individu se voyait abandonné à sa naissance, il serait irrémédiablement un animal en son corps et en ses réflexes. Je peux le concevoir, mais je ne puis l'imaginer. Moi, en tant qu'homme, je n'existe pas seulement en tant que créature individuelle, mais je me découvre membre d'une grande communauté humaine. Elle me dirige corps et âme depuis ma naissance jusqu'à ma mort. Ma valeur consiste à le reconnaître. Je suis réellement un homme, quand mes sentiments, mes pensées et mes actes n'ont qu'une finalité, celle de la communauté et de son progrès. Mon attitude sociale déterminera donc le jugement qu'on porte sur moi, bon ou mauvais. Mais cette constatation primordiale ne suffit pas. Je dois reconnaître dans les dons matériels, intellectuels et moraux de la société le rôle exceptionnel, perpétué par d'innombrables générations, de certains hommes créateurs de génie. Oui, un jour, un homme utilise le feu pour la première fois. Oui, un jour, il cultive des plantes alimentaires. Oui, il invente la machine à vapeur. L'homme solitaire pense seul et crée de nouvelles valeurs pour la communauté. Il invente ainsi de nouvelles règles morales et modifie la vie sociale. La personnalité créatrice doit penser et juger par elle-même, car le progrès moral de la société dépend exclusivement de son indépendance. Sinon, la société est inexorablement vouée à l'échec, comme l'être humain privé de la possibilité de communiquer. Je définis une société saine par cette double liaison. Elle n'existe que par des êtres indépendants, mais profondément unis au groupe. Ainsi, quand nous analysons les civilisations anciennes et que nous découvrons l'épanouissement de la culture européenne au moment de la Renaissance italienne, nous reconnaissons le Moyen-Âge mort et dépassé, parce que les esclaves s'affranchissent et que les grands esprits arrivent à exister. Aujourd'hui, que dirais-je de l'époque, de l'État, de la société et de la personne humaine? Notre planète connaît une population prodigieusement accrue, si je la compare aux chiffres du passé. Ainsi, l'Europe accueille 3 fois plus d'habitants qu'il y a un siècle. Mais le nombre de personnalités créatrices a décru. Et la communauté ne découvre plus ces êtres dont elle a essentiellement besoin. L'organisation mécanique s'est substituée partiellement à l'homme novateur. Cette transformation s'opère évidemment dans le monde technologique, mais déjà dans une proportion inquiétante dans le monde scientifique. L'absence de personnes de génie se remarque tragiquement dans le monde esthétique. Peinture et musique dégénèrent, et les humains sont moins sensibles. Les chefs politiques n'existent pas, et les citoyens négligent leur indépendance intellectuelle et la nécessité d'un droit moral. Les organisations communautaires démocratiques et parlementaires, privées de ces fondements de valeurs, sont décadentes en de nombreux pays. Alors paraissent les dictatures, et elles sont tolérées parce que le respect de la personne et le sens social sont moribonds ou déjà morts. N'importe où, en 15 jours, une campagne de presse peut exciter une population incapable de jugement à un tel degré de folie que les hommes sont prêts à s'habiller en soldats pour tuer et se faire tuer. Et des êtres malfaisants accomplissent ainsi leur but méprisable. La dignité de la personne humaine
est irrémédiablement avilie par l'obligation du service militaire, et notre humanité civilisée souffre aujourd'hui de ce cancer. Ainsi, les prophètes commentant ce fléau ne cessent d'annoncer la chute imminente de notre civilisation. Je n'appartiens pas à ces futurologues d'Apocalypse, car je crois en un avenir meilleur et je vais justifier mon espérance. La décadence actuelle révèle, à travers les foudroyants progrès de l'économie et de la technique, l'ampleur du combat des hommes pour leur existence. L'humanité y a perdu le développement libre de la personne humaine. Mais ce prix du progrès correspond aussi à une diminution de travail. L'homme satisfait plus vite les besoins de la communauté, et la répartition scientifique du travail, devenue impérative, sécurisera l'individu. Donc la communauté va renaître. J'imagine les historiens de demain interprétant notre époque. Ils diagnostiqueront les symptômes de maladies sociales comme la preuve douloureuse d'une genèse accélérée par les brusques mutations du progrès. Mais ils reconnaîtront une humanité en marche. L'État face à la cause individuelle. Je me pose une très vieille question. Que dois-je faire quand l'État exige de moi un acte inadmissible et que la société attend de moi une attitude que ma conscience morale rejette? Claire est ma réponse. Je suis totalement dépendant de la société où je vis. Donc, je devrais me soumettre à ses prescriptions. Et je ne suis jamais responsable d'actes si je les accomplis sous une contrainte irrépressible. La belle réponse. J'observe que cette pensée dément violemment le sentiment inné de la justice. Évidemment, la contrainte peut atténuer partiellement la responsabilité, mais elle ne la supprime jamais. Et à l'occasion du procès de Nuremberg, cette morale a été pressentie comme allant de soi. Or, nos institutions, nos lois, nos mœurs, toutes nos valeurs se fondent sur les sentiments innés de justice. Ils existent et se manifestent en tous les hommes. Mais les organisations humaines demeurent impuissantes si ces sentiments ne s'appuient et ne s'équilibrent sur la responsabilité des communautés. Je dois réveiller et soutenir ce sentiment de responsabilité morale. C'est un devoir face à la société. Actuellement, les scientifiques et les techniciens sont investis d'une responsabilité morale particulièrement lourde, parce que le progrès des armes d'extermination massive incombe à leurs compétences. Aussi, je juge indispensable la création d'une société pour la responsabilité sociale dans la science. Elle éclaircit les problèmes parce qu'elle les discute, et l'homme apprend à se forger un jugement indépendant pour les choix qui se présentent à lui. Elle offre aussi un secours à ceux qui en ont impérieusement besoin, car les scientifiques, parce qu'ils suivent la voie de leur conscience, risquent de connaître des moments cruels. Voilà, donc je vous ai partagé à peu près 25 minutes d'audio. Pour le reste, je vous invite à aller sur la chaîne e-book. Il y a tout le livre complet dessus. Et si ça vous a plu, vous pouvez y aller. Sinon, bonne continuation, voilà. Je vais vous laisser passer une bonne soirée.